The International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia is now in session. L'audience du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie est ouverte. Please be seated. Welcome back. Le président, bonjour. Nous revoici dans ce prétoire. Je salue toutes les personnes ici présentes et je vais demander au greffier d'audience de citer l'affaire inscrite au rôle. Le greffier, merci. Bonjour, madame et messieurs, affaire IT 0588/2T. Le procureur contre Zdravko Tulimir. Le président, merci. Il ne sera pas nécessaire de demander aux parties de se présenter chaque jour, mais puisque c'est aujourd'hui que commence le procès, je vais demander aux parties de se présenter. Monsieur Taillère. Bonjour, madame et messieurs les juges. Bonjour, général. Bonjour, maître Gajic. Je m'appelle Nelson Thayer et j'ai le premier substitut à mes côtés, monsieur Peter McCloskey, et Janet Stewart est notre commise à l'affaire. Elle sera fidèle au poste tous les jours du procès. Le président, merci. Et au nom de la défense? Je vous remercie, Monsieur le Président. Dieu vous bénisse tous. Je m'appelle Zdravko Tulimir. Vous avez ici Alexander Gajic, mon conseiller juridique. Je souhaite que votre travail soit couronné de succès et j'espère que vous pourrez, avec l'aide de Dieu, mener ce procès à bon port. Le président, je suppose que vous entendez bien l'interprétation? Signe affirmatif de la tête de l'accusé. Moi aussi, j'espère que nous pourrons bénéficier au cours de ce procès d'une excellente coopération et d'un bon climat d'audience. Et nous attendons maintenant le propos liminaire de l'accusation. Vous avez la parole, Monsieur Thayer. Merci, Monsieur le Président. Merci de me donner la parole. Madame et Messieurs, le 12 mai 1992, à la 16e séance de l'Assemblée nationale du peuple serbe de Bosnie-Herzégovine, le président Radovan Karadzic a annoncé les objectifs stratégiques qu'allait poursuivre le peuple serbe en Bosnie-Herzégovine. Ils étaient au nombre de 6. Et pour la population de Srebrenica et de Jepa en particulier, 2 de ces objectifs stratégiques allaient être poursuivis et maintenus tels des flambeaux pendant tout le reste de la guerre et allaient garder, attiser à tout jamais la flamme de la haine et allait trouver son apogée dans l'enfer qui a fini par consumer, par brûler plus de 7000 hommes et adolescents à Srebrenica, dans ces champs de la mort de la Bosnie orientale. Et ils allaient à tout jamais laisser des brûlures indélébiles chez leurs êtres chers, ceux qui ont survécu, mais qui avaient été affamés, terrorisés, pilonnés, bombardés, pour finir par être chassés, expulsés de ce qu'on avait appelé la zone de sécurité de Srebrenica et de Japa, dans des cars, des camions découverts et aussi dans des camions servant à déménager, à déplacer les immondices. Ils étaient déchirés de leur famille, qu'ils n'ont pour la plupart jamais revus. Il y avait parmi ces personnes qui maintenaient la flamme de la guerre des gens de très haut niveau,
comme Radovan Karadzic, président de l'Assemblée nationale, Krajnik, qui avait établi ces objectifs stratégiques. Il y avait aussi les plus hauts officiers, les officiers les plus gradés de la VRS, l'armée de la Republika Srpska, Ratko Mladic, Milan Gvero, Radoslav Skerstic et l'accusé, Zdravko Tolimir. C'étaient des hommes aguerris, des officiers chevronnés de la JNA, qui avait été une des armées les plus professionnelles à l'époque. C'étaient des gens sortis d'académies militaires qui avaient bénéficié de formations spécialisées, qui avaient suivi des cours dans les écoles de guerre de haut commandement à Belgrade. Des hommes qui avaient été décorés pour leur service. Ils étaient aussi les héritiers des horreurs qu'avait semé la Deuxième Guerre mondiale. Cette guerre horrible qui a laissé des traces dans les Balkans comme dans le reste de l'Europe. Et pour empêcher que ne se produisent des crimes contre l'humanité, que ne se viole le droit international, la JNA avait formé ses officiers dans ce devoir sacré, une obligation confiée à chaque soldat et surtout à la classe des officiers qui pouvaient se retrouver en état de guerre, pour leur dire qu'il y avait des règles à respecter en temps de guerre, qu'il fallait respecter sans faute. Lorsque la VRS a été constituée, elle a fait sienne ses obligations consacrées et elle a formé ses officiers pour qu'ils sachent que jamais on aurait comme héritage affligeant des hommes faisant la guerre ces crimes, ces horreurs qu'avait connues l'ex-Yougoslavie. Ce procès porte sur la trahison de cette obligation sacrée confiée à ces hommes, notamment à un de ses officiers, en la personne de Zdravko Tolimir, qui était aux plus hauts échelons de la VRS et qui était un des adjoints de Ratko Mladic, en qui celui-ci faisait le plus confiance. C'est pour dire ce procès que Tolimir a choisi d'abandonner ses obligations, d'oublier la loi de la guerre et de poursuivre l'idéal d'un État monoserbe pour finir par organiser et diriger la commission de brutalité d'exaction, qui était en violation flagrante, et il le savait, de chacun des principes qui avaient constitué son code d'officier. Il savait parfaitement bien que c'était là des crimes contre l'humanité. Il est accusé de génocide, surtout à deux titres, parce qu'il a participé à ce plan incessant, impitoyable, mis au point par les dirigeants serbes et militaires afin de chasser la population musulmane des enclaves de Srebrenica et de Jepa. Il voulait rendre la vie de ces gens à ce point insupportable que ces gens n'avaient aucun espoir de survivre dans la région. À un autre titre aussi, parce qu'il a assisté, supervisé et autorisé la détention organisée, l'exécution et l'enterrement de milliers d'adolescents et d'hommes musulmans après que ces hommes, suivant le plan formé, eussent été éliminés de l'enclave. Nous allons prouver qu'il a participé à ces crimes odieux en utilisant tous les moyens possibles. Vous entendrez des témoins ici, vous verrez des dossiers militaires, vous entendrez des transcriptions d'écoutes téléphoniques, vous aurez aussi des cassettes vidéo, la science légale sera invoquée et vous verrez des images aériennes. Vous verrez
que le général Mladic en personne a dit en avril 1995 ceci à l'Assemblée du pays. Messieurs, le général Tolimier a été mon bras droit, l'homme le plus proche de moi pendant cette guerre. Quand on voit ses états de service, c'est lui qui a le plus d'ancienneté. Il a été avec moi dès les premiers jours. Fin de citation. Et effectivement, il avait la responsabilité des unités et des hommes entre les mains de qui Mladic reposait sa vie. Et il était adjoint pour les renseignements et la sécurité au chef d'état, à l'état-major principal, mais ce n'était pas un commandant comme on l'entend généralement. Il n'était pas là sur le terrain à donner des ordres à des unités de combat. Il avait une autorité, une influence qui était incontestable, même s'il n'était pas un commandant de terrain. Avant les déportations massives, les expulsions et exécutions de juillet 1995, Mladic s'est appuyé sur Ptolémée pour étouffer petit à petit les enclaves de Srebrenica et de Jepa pour créer des conditions insupportables qui allaient bientôt forcer la population musulmane à abandonner tout espoir et à partir, remplissant ainsi ses objectifs stratégiques dont je viens de parler. Lorsque ces expulsions forcées, lorsque ces crimes massifs ont commencé en juillet 1995, vous le verrez grâce à nos moyens de preuve, il trempait dans toutes ces opérations. Il alliait l'idée d'ensemble et la précision clinique qui a toujours caractérisé ses activités et dont dépendait le général Mladic. J'irais même jusqu'à dire que sans ces qualités, la VRS n'aurait pas survécu. Les éléments de preuve vont le prouver dans cette misère, dans ce carnage de 1995. Ptolémée a bien donné des ordres. Le général Ptolémée a bien fait des propositions qui ont été suivies des faits. Et le général Ptolémée supervisé et autorisé les officiers qui ont organisé cette boucherie de 7000 hommes et adolescents. Ce sont ces hommes à lui. Lyubisha Behara, son subordonné direct, celui qui était chef de la sécurité, à l'état-major. Et on peut suivre toute la filière de commandement. On va trouver Vujadin Popovic, Cordula Drina. Il était sur les lieux de détention, d'exécution et d'enterrement pour veiller à ce que cette opération meurtrière fasse sa sale besogne jusqu'à ce que la dernière balle soit tirée, jusqu'à ce que le dernier corps soit enfoui. Ce procès ne va pas porter sur les pauvres soldats qui avaient le doigt sur la gâchette dans ces champs de la mort de Bosnie orientale, mais c'est un procès des officiers qui, au quotidien, ont été responsables du travail que faisaient Behara et Popovic, par exemple, de ceux qui ont veillé à ce qu'on tire effectivement sur la gâchette. Et je dis de ceux-là, je devrais dire celui, car il s'agit du général Ptolémée. Je vais passer en revue pour vous certaines de ses contributions à certaines de ces opérations de transfert forcé, à certaines des opérations meurtrières. Mais les éléments de preuve vont vous le montrer. L'horreur de juillet 1995, ce n'est pas quelque chose d'abstrait, de spontané. Ce n'est pas une combustion spontanée. Au contraire, la VRS a tout fait pour que la population musulmane quitte Srebrenica et Jepa déjà en 1992. Et elle a tramé, elle a
préparé un cours d'action, un programme systématique qui devait mener finalement à la destruction de la population musulmane de Srebrenica et de Jepa grâce à cette expulsion forcée et à ces crimes massifs. Il faut voir quels sont certains éléments clés pour montrer l'intention, la connaissance, le rôle et la contribution du général Tolimir à l'entreprise criminelle commune. Commençons et revenons à cette tristement célèbre 16e assemblée de mai 92 et aux objectifs stratégiques énoncés par Karadzic devant l'Assemblée. Normalement, devrait apparaître à l'écran une copie, le texte en anglais de ces 6 objectifs stratégiques. Constatons-le, le premier objectif stratégique, et dites pas si ceci pose des problèmes techniques. Premier objectif stratégique. Établir une frontière d'État qui sépare les Serbes des 2 autres communautés ethniques. C'est là, bien sûr, les Croates et les musulmans. Deuxième objectif, il fallait créer un couloir qui aille du nord-est à l'ouest. Troisième objectif stratégique, établir un corridor, un couloir dans la vallée de la Drina. Il fallait donc que la Drina cesse d'être une frontière qui sépare les États serbes. Mais qu'est-ce que ceci voulait dire? Le président Karadzic l'a dit ce jour-là. Nous allons, pour voir ce qu'il a dit, examiner le procès-verbal de cette assemblée. Le premier objectif, dans ce sens, c'est la séparation. Il définit les 2 autres communautés ethniques. Il dit que ce sont nos ennemis et qui se sont saisis de toutes les occasions, surtout celles présentées par ce siècle, de nous attaquer et qui allaient continuer à le faire si nous restions ensemble dans ce même état. Fin de citation. Ici est évoqué le traitement brutal infligé par l'État fantoche nazi aux Serbes pendant la Deuxième Guerre mondiale. Je parle ici de l'État indépendant de Croatie. Maintenant, voyons le troisième objectif stratégique. Nous sommes de part et d'autre de la Drina et notre intérêt stratégique, notre espace de vie, c'est là qu'il se trouve. Et maintenant, nous entrevoyons la possibilité d'avoir quelques municipalités musulmanes le long de la Drina, qui seraient des enclaves pour que leurs droits soient respectés. Mais cette ceinture le long de la Drina doit, en fond, appartenir à la Bosnie-Herzégovine serbe. C'est utile stratégiquement et c'est positif parce que ceci nous permet d'entamer les intérêts de nos ennemis en établissant un corridor qui le relierait sinon à l'internationale musulmane et rendrait cette région à tout jamais instable. Fin de citation. Donc ici vous avez un amalgame létal, la volonté de se réunir avec la mère Serbie en franchissant la rivière pour former un État serbe uni, allié à la peur de voir venir l'ennemi. Et ceci à maintes reprises, de façon persistante. Vous allez voir qu'on va entonner le chant du génocide pour faire peur aux musulmans et aux Croates. Et vous l'entendrez aussi de la bouche des membres de l'état-major principal. 16e assemblée, autre élément important ce jour-là, c'est la création de l'armée elle-même, de l'armée de la République serbe de Bosnie-Herzégovine, qui allait bientôt devenir l'armée de la Republika Srpska ou VRS. Ce jour-là, Ratko Mladic
a lui aussi été nommé. Il a été nommé commandant-chef de l'état-major principal de l'armée. Les éléments de preuve, nous le prouvons. À ce moment-là, Tolimir était colonel. Et il était à Banja Luka à l'occasion de cette assemblée. Et il allait très souvent prendre la parole à l'assemblée pendant la guerre. Le général Mladic accepte le poste qui lui est confié. Et même à cette occasion, il a voulu citer nommément le général Tolémir lorsqu'il a présenté des remerciements la veille, le 11 mai 1992. 12 officiers de la GNA et 4 anciens généraux, le général Mladic, Milovanovic, dont vous allez entendre parler, le général Milan Gvero, vous en entendrez parler, et le général George Djugic, dont nous allons un peu parler aussi, se sont rencontrés à Sonia Rekia, près de Han Piesak, là où voulait être cantonnée l'armée. On leur a dit que le lendemain, Mladic, ou plutôt que l'armée allait être constituée le lendemain et que Mladic deviendrait chef de son état-major principal. On a dit à ces hommes que la veille de l'Assemblée, que Gvero allait devenir le chef adjoint de la morale, Djukic serait nommé pour la logistique et le colonel Tolimir deviendrait l'adjoint responsable du renseignement et de la sécurité. Et vous avez ainsi pratiquement, dès le départ, dès le premier jour, la constitution qui va demeurer Mladic, Gvero et Tolimir. Vous verrez tous les ordres officiels, présidentiels qui mettent en œuvre ceci, qui portant mobilisation de tous les Serbes pour qu'ils fassent partie de la VRS, équipés de leur matériel et aussi ordre important parce que ces officiers les plus compétents seront nommés à des postes de responsabilité dans l'armée. Comment est-ce que ceci a fonctionné? Vous aviez Radovan Karadzic qui est devenu le chef suprême, le commandant suprême des forces armées, se composant de la VRS, de la police, qu'on appellera le MOUP, ce qui veut dire en BCS ministère de l'Intérieur, et la défense civile. Mladic était chef de l'état-major principal. Il avait comme supérieur direct Radovan Karadzic. Comment savons-nous que ces objectifs stratégiques, annoncés en mai 1992, étaient davantage que de simples paroles creuses prononcées par un homme politique et que ces objectifs ont été effectivement transmis au terrain, aux hommes du terrain? Parlons tout d'abord d'une réunion qui s'est tenue à Bielina le 2 septembre 1992, à laquelle assistaient le président Karadzic, Krajčík, le président de l'Assemblée, et le général Gvero, au nom de l'état-major principal. Vous allez voir le journal de guerre de celui qui est aujourd'hui le général Novica Simic. Il était commandant du corps de Bosnie orientale pendant la guerre. Momčilo Krajčík a pris la parole ce jour-là et a répété ces 6 objectifs stratégiques. Et le général Simic les a très fidèlement repris, chacun d'entre eux, dans son journal à l'époque. Et il dit que le premier, c'était la séparation avec les musulmans, et puis que les Serbes s'accaparent la vallée de la Drina. Vous voyez, l'évangile est transmis. Ça fait un temps certain qu'il se propage, mais là, il y va à toute vapeur. Et comment savons-nous que ceci se mute en
action, qu'on passe de la rhétorique parlementaire à des résultats concrets sur le terrain. Et ce qui compte aussi, en quoi ceci est-il pertinent pour administrer la preuve de la responsabilité du général Tolimir. Les éléments de preuve vous le montreront. Ces objectifs, ils ont été transmis et traduits en ordre, en tâches militaires concrètes, des directives. Des documents écrits qui confiaient des opérations militaires précises à la VRS dans une zone d'opération précise et pour une période précise, avec plusieurs échelons d'activité, chacun ayant ses objectifs. Nous le verrons plus tard. Ces directives, en général, étaient établies à l'état-major principal, où vous aviez dans ce processus les adjoints, les commandants adjoints qui faisaient le rapport dans le cadre des directives plus générales, après quoi elles étaient affinées pour devenir un document serré, solide, technique, qui pouvait être compris et appliqué par l'échelon opérationnel, par les corps d'armée et par les unités se trouvant sous ces corps d'armée. Ces directives étaient approuvées par le général Karadzic. Il les signait parfois c'était le général Milovanovic ou le général Mladic qui les signait avant que ceci ne soit envoyé aux étages, aux échelons subalternes. Et dans les commandements inférieurs, ces documents étaient reçus, analysés et traduits en ordre de mission concrète sur le terrain. C'est ainsi que les objectifs stratégiques sont transmis. Voyons un des documents clés à cet égard. La directive numéro 4. C'est comme ça que nous allons l'intituler pour les besoins du procès. Vous voyez les premiers mots, ou plus exactement commence par une étude de la situation militaire et politique actuelle, les activités, les intentions de l'ennemi. À l'état-major principal, c'était le travail qui revenait au général Tolémir que de déterminer quelles étaient les activités et les intentions de l'ennemi. De cette façon, la JNA était à même de préparer les actions au mieux et de procéder aux meilleures analyses. Donc, ceci faisait partie des fonctions du général Tolémir. Nous parcourons ce document et nous voyons qu'il montre que le corps de la DRINA, qui a englobé Gorazde, Gepar, Srebrenica, ces zones de sécurité, avait été formé et qu'il commençait des activités de combat, notamment à Podrinier, zone qui reprend ces enclaves, ou les territoires de ces enclaves aussi. La directive ajoute que les groupes ennemis de Gorazde, Srebra, Gepar, Srebrenica et Tselska n'ont pas été tout à fait battus en déroute. Que voyons-nous jusqu'à présent? Eh bien, c'est une terminologie guerrière habituelle. Il faut battre l'ennemi, infliger le plus de pertes possible. Pas de problème à ce niveau-là. Vous voyez les positions prises à ce moment-là par le corps de Drina. Il faut épuiser l'ennemi et infliger le plus grand nombre de pertes possibles. Mais regardons maintenant ces termes-ci. Je vais vous les citer. Et forcer l'ennemi à quitter les zones de Birach, Gepar et Gorazde en même temps que la population musulmane. Vous entendrez que cette partie ainsi que d'autres régions autour de là étaient comprises. C'est un ordre juridique facile à rater, c'est juste une ligne de texte. Toutefois, c'est écrit, noir sur blanc, et on le verra bientôt, c'est plus que des mots. Il s'agit, dans une armée aussi disciplinée et aussi bien organisée que la VRS, cet
ordre représente l'intention formelle des plus hauts dignitaires de l'armée des Serbes de les forcer, de les faire partir. Le général Milanović, qui est l'auteur de cela, déposera en tant que témoin de l'accusation, et ce ne sera pas une surprise, il sera très franc en la matière quant à la signification de ces ordres. Nous le verrons aussi, nous verrons ce que cela voulait dire. Quelques jours plus tard, on trouve un ordre du corps de la Drina en date du 24 novembre 1992. C'est un document qui a été publié par le colonel Jivanović, colonel à l'époque. On en entendra parler pendant ce procès. En 1995, il était le commandant du corps de la Drina du commandant du général Živanović jusqu'au 13 juillet, lorsque le général Krstić a pris cette fonction. Mais en 1992, c'est lui qui commandait le corps de la Drina. Alors que nous dit-il dans cet ordre? Tout en haut, dans le premier paragraphe, conformément à la directive de l'armée, de l'état-major principal de l'armée de la Republika Srpska, il cite directement les numéros des ordres de la directive numéro 4, donc il n'y a aucun doute quant à ce qu'il veut dire. Il nous dit « J'ai décidé de lancer une attaque ». Mais là encore, on voit les mots, le choix des mots. Je cite, « Forcer la population musulmane locale à abandonner Cherska, Jepa, Srebrenica et Goražde ». En d'autres termes, ce qu'avait dit le général Milanović n'avait pas été oublié par le général Živanović. Et on le verra ensuite à quel point tout cela était important pour la VRS en termes de préparation psychologique. Et on verra aussi l'importance de cette opération d'un point de vue stratégique. Informer les membres de l'unité de l'importance et des objectifs de cette opération et souligner que le résultat de ces petites actions et de toute l'opération était particulièrement important pour atteindre les objectifs pour le peuple serbe, à savoir la création d'un établissement et l'établissement d'un État serbe dans la région. Alors, penchons-nous un instant, Monsieur le Président, sur cette carte. Vous avez entendu parler du corps de la Drina, de différents sites en Bosnie orientale. Bivac, là encore, c'est la zone de Vladinac, Slavonica, Vonik, Srebrenica et Srpska. Čertska. Il y aura des références à Poudinier, le Haut-Poudinier, Poudinier central du sud. Commençons par le commencement peut-être. À gauche, en bleu, vous avez la Drina qui s'écoule vers le nord, sur la frontière orientale du corps de la Drina. Elle passe par Biinja et elle se déverse dans un autre fleuve. Vous verrez qu'elle passe non loin de Jepa en bas, et on en reparlera plus tard dans le cadre de ce procès. Les musulmans ont dû partir pour rester en vie et traverser à la nage cette rivière. On le verra, le corps de la Drina avait son quartier général à Vlasenica, et juste à côté, vous avez le corps de Bosnie orientale, qui était commandé, comme je le disais tout à l'heure, par le général Simić. C'est celui qui
a rédigé ces 6 objectifs stratégiques dans son agenda, et nous en avons déjà parlé tout à l'heure. Alors venons-en maintenant à cette deuxième carte. Là encore, comme vous le voyez, vous avez la Drina en bleu, et on voit bien qu'elle passe vraiment non loin de Djepa, cette rivière. Et vous voyez les 3 enclaves, en commençant par le sud-ouest, jusqu'au nord-est, Goražde, Djepa et Srebrenica. Et vous voyez que Djepa et Srebrenica sont très proches. En fait, en plein milieu de la carte, il y a un drapeau bleu qui représente le poste de commandement de l'état-major principal de Tcherna Rijeka, au sud-est de Han Pijesak. Inutile de passer au crible chacune des brigades, mais juste au sud de Djepa, au sud-ouest, vous avez la première brigade d'infanterie de Podrinje, que l'on connaît comme la brigade de Rotice, parce qu'elle était basée à Rogatica. Et au nord de Srebrenica, on trouve Zvornik, la première brigade de Zvornik qui était commandée par Vinko Pandurevic, jusqu'en juillet, ou en juillet 95. Alors, madame, messieurs, suite à la publication de cette directive numéro 4, on le verra, le corps de la Drina n'a pas pu mener à bien toutes les missions qui étaient les siennes. On vous dira notamment que les forces musulmanes ont enregistré un certain nombre de victoires fin 92 et début 93, y compris lors de l'assaut du Noël orthodoxe, assaut du village de Kravica le 7 janvier 1993. Cet assaut était mené par des forces menées par Nasserovic. Vous en entendrez parler. Évidemment, le général Tolimir connaissait ces événements, parce que c'était une défaite militaire de taille, et cela représentait également une menace pour la sécurité de la région. Son travail consistait à savoir ce que faisait l'ennemi, et ce qui est plus important encore, c'est ce qu'il aurait pu faire ou s'apprêtait potentiellement à faire. Vous avez donc ici un autre exemple, ou un exemple. En haut, on nous dit que c'est l'état-major principal de la VRS, Administration de la sécurité et des renseignements. Ça, c'est son poste au sein de l'état-major principal. On parlera de secteur un peu plus tard. Vous le verrez dans certains documents, on parle de secteur de la sécurité et du renseignement. Donc soit administration, soit secteur. Ce sont des informations qu'il transfère. On l'a informé que des musulmans ont prévu de renouveler leur attaque d'ici 2 ou 3 jours. Il surveille cette zone. Et ce que l'on voit, c'est une contre-attaque du corps de la Drina. À l'écran, vous voyez donc un ordre de combat du corps de la Drina pour libérer Kamenica, Tcherska et Konjevic, Polier. Une série de villes que l'on repérera sur la carte dans quelques instants, à l'ouest de Srebrenica. On le voit dans ce premier paragraphe, le général Wisanovic
parle de ces ordres qu'il avait donnés en novembre 1992, dans lesquels il avait repris les mots de la directive 4, à savoir cet ordre criminel de faire partir la population musulmane, de les faire fuir. On le voit dans ce document, il fait allusion aux pertes subies par ses forces à Kravitsa, Glogova. Et ensuite, il demande la libération. Là encore, avec les préparatifs psychologiques, on voit à quel point cette zone était éminemment importante pour les Serbes de Bosnie. Il faut souligner, et je cite, que la réussite de ces activités est éminemment importante pour les Serbes de cette zone et au-delà. Dans le cadre de tout cela, il s'agissait de faire fuir toute la population en application des ordres du général Zivanovic. Vous entendrez des témoignages sur les attaques violentes du corps de la Drina dans ces villages de Tcherska, Kamenica et Konjević-Polje, avec un pilonnage et un ciblage systématique des civils, ce qui a fait que la population a été forcée de fuir, que les maisons ont été incendiées après le passage de l'armée. Et l'AVRS utilisait un euphémisme pour décrire tout cela, elle parlait de libération. Lorsque vous voyez ce terme libérer ou libération, eh bien, les éléments de preuve montreront en fait qu'il s'agissait de nettoyage ethnique, de chasser, d'expulsion par la force. Ici, vous avez une carte qui vous présente ces zones dont je vous parle. Vous voyez Zvornik. Au sud de Zvornik, vous avez la zone de Kamenica. Là, on a souligné Tchanchare, qui est à quelques kilomètres. Et ensuite, il y a ces différents villages qui, un par un, Serviska, Konjević-Polje, villages qui sont tombés. Et la population a été ramenée à Srebrenica. Il s'agit de pertes territoriales très importantes. Vous entendrez des témoignages de gens qui ont survécu à ces attaques. Et vous entendrez également des témoignages sur la catastrophe humanitaire qui a été créée dès lors que l'on a regroupé ces dizaines de milliers de gens dans ou autour de la ville de Srebrenica. Peut-être pourrons-nous nous arrêter un instant sur une vidéo qui vous donnera une idée de quelles ont été ou de quelles étaient les conditions à l'époque. Ensuite, j'aimerais revenir sur la pertinence de ces événements par rapport à ce que pensait M. Tolimir et par rapport aux chefs d'accusation qui lui sont reprochés dans le cadre de ce procès. En essayant de faire le maximum pour la population, les Nations Unies ont planifié et attendu le retour des réfugiés, en pensant que la population de la région devrait être réduite, notamment pour ceux qui sont déjà des réfugiés, les milliers d'hommes et de femmes qui n'ont pas de logement et qui ne bénéficient d'aucun soutien dans la ville. Et c'est sur cette base que le haut-commissaire pour les réfugiés et son envoyé spécial ont nié cette implication de nettoyage ethnique. Les gens que nous avons évacués de Srebrenica ont déjà été purifiés d'un point de vue ethnique. Donc parce qu'ils viennent de régions qui sont tombées sous le contrôle serbe. Ce ne sont pas des gens qui viennent de Srebrenica, ce sont des réfugiés. Et ils viennent des villages alentours, de Sireska, de Galenje-Polje, des endroits qui ont été récupérés par les Serbes il y a quelque temps.
Toutefois, le plan de M. Milutinovic est très ambitieux. Depuis plus d'une semaine, des convois très importants ont parfois été retardés, n'ont pas pu passer à cause de militaires, au point de passage militaire. Tout cela s'est intensifié et a été aggravé par les combats qui règnent dans la région. Il y a des tirs et des combats très importants autour de Srebrenica avec les Serbes qui pilonnent les maisons de la ville et les musulmans qui contre-attaquent. Parallèlement, il n'y a pas d'engagement au sol par rapport au plan d'évacuation de l'ONU. Et chacun pense ici que les choses devraient se passer calmement. Kate pour la BBC, Kate Adey pour BBC News. In eastern Bosnia, 37 wounded Muslims have been... En Bosnie orientale, 37 musulmans ont été blessés, ont été écartés de l'enclave. Les hélicoptères des Nations Unies et la force de protection des Nations Unies sont les premiers à avoir pu rentrer dans cette zone depuis un certain temps. Bon nombre de ceux qui sont dans la région se sont réfugiés dans les montagnes autour de Zepa et vont probablement avancer vers Gorazde, une autre enclave musulmane qui est considérée comme une zone de sécurité par les Nations Unies. Places in the woods and hills around Jepa. The first helicopters carried 22 seriously wounded people to the safe Muslim town of Zenica. Some of the amputees slowly struggled across the landing strip. In Jepa, they were sitting targets. Now they have a chance to live normally. Excuse me, Mr. Thayer. Le président. Excusez-moi, Monsieur Thayer, vous devez savoir qu'il n'y a pas eu d'interprétation vers le BCS. Monsieur Thayer. Oui, Monsieur le Président, mais le son n'est pas tellement important. Ce qui était important, en l'occurrence, c'est de donner une impression visuelle de la population et du fait qu'il y avait tellement de gens qui étaient présents à Srebrenica, le fait qu'il y avait des blessés qui sortaient de Zepa, etc. Malheureusement, nous ne disposons pas d'une transcription écrite, que ce soit en anglais ou en BCS, de cette petite vidéo. Le président, très bien, c'est quand même, cela pose problème. Monsieur Taylor, oui, nous disposons d'une traduction pour tout le reste. Et pour le reste de la présentation. Le président, oui, très bien, poursuivez. Monsieur Taylor, merci. Monsieur le Président, je voudrais maintenant revenir sur certains comptes rendus concernant ces activités pour essayer de gagner un peu de temps. J'aimerais en venir à ce dont je parlais il y a quelques instants, à savoir les éléments de preuve, le calendrier, l'état-major principal et tout ce qui a mené aux événements de 1993. Ce que nous avons maintenant à l'écran, c'est une analyse effectuée par l'état-major principal quant à savoir s'ils étaient prêts au combat fin 92. Alors, cette analyse de niveau de préparation au combat est une auto-évaluation qui a été menée tout d'abord aux échelons les plus bas du commandement par l'état-major principal. C'est un compte-rendu, une analyse de ce qui avait été fait et de la performance au cours de ces derniers mois. Ici, nous avons ces éléments pour la période allant pour 1993, pour avril 1993. Nous avons donc il y a eu une conférence qui a eu lieu pendant 2 jours sur ce niveau de préparation au combat. Monsieur Mladic y était présent, ainsi que ses commandants, les commandants de corps, ainsi que les autorités politiques les plus élevées de la Republika Srpska. Ils ont présenté chacun leur analyse quant au niveau de préparation au combat, les enjeux, les difficultés, les missions à venir, etc. On le voit ici, le général Tolimir était chargé de prendre la parole lors de ce séminaire. Et ici, on a un aperçu de
la façon dont l'état-major principal se voyait lui-même, et ça nous donne également une idée des principaux objectifs principaux et des stratégiques et des directives qui avaient été prises. Cela fait allusion au besoin de faire reculer les musulmans et de protéger les Serbes de l'extermination et de génocide tout en posant les jalons d'un État serbe. Ensuite, on parle de ces objectifs stratégiques plus précisément qui ont été définis devant l'état-major et qui servaient de grande orientation à la lumière de laquelle les batailles allaient être menées. Ce que l'on dit ici, c'est que ils avaient des objectifs plus larges qui avaient été fixés par les politiques. Mais pour reprendre leurs mots, comme on le voit ici dans cet extrait, l'état-major principal de l'armée, et je cite, de la Republika Srpska, a traduit ces objectifs qui avaient été fixés et ces missions en missions individuelles et générales pour la VRS. Le président, vous n'avez rien à l'écran? L'accusé. Pardonnez-moi, mais on ne me présente que des documents en anglais. Et au fur et à mesure de la présentation de ces documents, il ne cite pas de code 65 ter. Donc je ne suis pas en mesure de les retrouver. Et ce que j'ai sous les yeux est en anglais uniquement. Merci de m'avoir permis de prendre la parole. Je m'excuse par avance d'avoir dû vous interrompre. Le président. Monsieur Tolimir, nous ne sommes pas en train de verser des pièces au dossier. Nous sommes dans la déclaration liminaire. C'est un problème que vous pourrez soulever plus tard. Merci. Veuillez poursuivre, Monsieur Taillard. Monsieur Taillard, merci, Monsieur le Président. Ce que l'on voit ici, là encore, c'est que ce document qui a été rédigé par l'état-major principal précise que pour protéger le peuple serbe de génocide, qu'il s'agit de préserver les patrimoines culturels des Serbes, qu'il faut se concentrer sur la libération des territoires qui sont les nôtres et qui nous appartiennent. Et ce, d'un point de vue historique. Donc, pour ce qui nous intéresse, que nous dit ce document sur le fait que l'armée se concentre sur cette zone, non loin de Podrinje. On le voit, ils tiennent compte des succès qu'ils ont pu enregistrer dans le passé concernant la libération. Là encore, on notera l'euphémisme, la libération de Podrinje. Ils parlent des objectifs stratégiques de la guerre qui sont atteints, ce que l'on, à savoir entrer en contact avec créer un contact avec la Serbie sur la Drina et que la Drina ne soit plus une frontière. Ça, c'est l'objectif numéro 3. Là encore, en prenant Srebrenica, Gloska, Tcherska, Glogova, ces objectifs stratégiques seront atteints. Ces objectifs ne sont pas encore atteints parce qu'ils n'ont pas encore pris Srebrenica. Et enfin, on fait ici allusion à la présence du commandant de l'état-major principal ou à l'un de ses représentants dans les unités qui mènent cette mission de libération, ce qui permettra d'appuyer les combats pour atteindre cet objectif unique.
Ce que les éléments de preuve nous démontreront ici, Monsieur le Président, c'est quelle était la pratique, ou quelles étaient les pratiques de l'état-major principal, à savoir mettre sur le devant de la scène l'un des assistants du général Mladic en lequel il avait le plus confiance, le mettre sur place, au cœur de la bataille, pour qu'il puisse piloter, guider et, le cas échéant, faire en sorte que les objectifs du général Mladic soient bel et bien appliqués et atteints sur le terrain. Je voulais également vous montrer le compte-rendu d'une réunion qui a eu lieu le 12 avril 1993. Lors de cette réunion étaient présents le commandant des forces des Nations Unies, le général Morillon, dont vous avez probablement déjà entendu parler, M. Mendeloucé, le général que vous avez vu dans la vidéo et qui vous parlait de ces nettoyages ethniques, le général Mladic, Gvero et Tolimir également étaient présents à cette réunion. Donc, le général Mladic dit ou déclare qu'il a participé à cette réunion pour la population musulmane de Srebrenica et non pas pour son propre peuple. On voit dans ce document que Mladic dit qu'il était conscient du fait que la délégation de la présidence ne participerait pas à la réunion parce que ça faisait partie de la stratégie des musulmans de présenter la situation comme étant aussi noire que possible, négative que possible. Il dit ensuite que la vérité, c'est que Srebrenica n'a pas été attaqué et que tout était calme dans la région et que seule la BIH ou l'armée des musulmans, on y fait allusion comme étant la ABIH, l'armée de Bosnie-Herzégovine, et que seule cette armée donc, de Bosnie-Herzégovine avait rompu le cessez-le-feu. Il poursuit en disant que les civils n'étaient pas ciblés par la VRS. Ici, on parle de l'armée serbe de la République. L'armée de la République serbe de Bosnie-Herzégovine, c'est l'ancienne appellation. Il dit que les Serbes n'avaient aucun problème concernant l'évacuation des civils, que leurs actions étaient purement défensives et qu'il accuse les musulmans d'utiliser les convois d'aide humanitaire à des fins de propagande pour atteindre leurs objectifs. Et enfin, pendant ce procès, vous le verrez, c'est une stratégie qui a été utilisée à plusieurs reprises par les membres clés de l'état-major principal, que ce soit Mladic, Gvero ou Tolimir. Deny everything. Cela ne voulait rien dire, tout est nié et des mensonges sont formulés. On peut induire en erreur les ennemis, on peut mentir à son ennemi. Certes, c'est la guerre, mais lorsqu'on le fait afin de servir un objectif criminel tel que contraindre des populations civiles par la force à quitter leur foyer, tel que cela était le cas pour les populations musulmanes, parce qu'elles constituent un obstacle à votre volonté de constituer un État serbe, eh bien cela constitue une entreprise criminelle conjointe. Et vous verrez, Monsieur le Président, Madame, Monsieur les juges, que le général Tolimir l'ont fait au moyen de la VRS, au moment où la VRS pilonnait les positions de la Fort Prognu et les hôpitaux au centre de la ville de Srebrenica en juillet 1995. Et vous verrez dans cet extrait qu'il est dit que Monsieur Thornberry a demandé si les Serbes s'étaient emparés de Srebrenica par la force. Et le général Mladic indiquait qu'il entendait résoudre le problème de Srebrenica par la voie politique, ajoutant que Srebrenica ne faisait pas partie de la Bosnie orientale, mais faisait partie intégrante de la Republika Srpska. Et, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges, vous entendrez parler d'un incident notoire qui a eu lieu ce jour-là, le 12 avril 1993 précisément. Les forces serbes ont pilonné un terrain de jeu à Srebrenica, tuant environ 60 personnes, dont la plupart étaient de jeunes enfants.
Vous verrez par ailleurs que les Nations Unies répondent à ce pilonnage. Vous verrez que des témoins étaient présents. Nous les entendrons, ces témoins, ils les poseront, et nous verrons comment, à maintes reprises, l'état-major général tient des propos suivis d'actions qui sont en pleine contradiction avec les propos tenus. Et bien entendu, l'état-major principal savait fort bien ce qui se passait à Srebrenica au cours de cette période de 1993. Il savait fort bien également ce qui se passait en 1995, soit dit en passant. Vous voyez apparaître à l'écran une demande formulée par le commandement du corps de la Drina. Le colonel Jivanovic, une fois de plus, signe ce document. Il l'adresse à l'état-major principal le lendemain de ce pilonnage qui avait provoqué la mort de 60 personnes. Et il indique « Vous n'êtes pas sans savoir qu'un grand nombre de civils de Srebrenica et d'autres endroits ont trouvé refuge à Srebrenica. » Puis il poursuit et évoque la population piégée, encerclée par les forces serbes. Ce courrier, il l'adresse au général Gvero, chargé du moral des troupes, commandant adjoint chargé du moral des troupes, et il formule une requête au général Gvero, à qui il demande à ce que l'état-major principal lui apporte son concours afin de résoudre le problème de la population qui souhaite quitter Srebrenica, afin que ces populations puissent effectivement quitter en toute sécurité la zone de combat. C'est là la requête qu'il formule. Libération, évacuation en toute sécurité, voilà encore les euphémismes parfaitement grotesques auxquels ont recours les membres de l'état-major général dans ces documents. Et c'est particulièrement sinistre et funeste lorsque l'on voit que cela s'inscrit dans le contexte d'un courrier adressé par le général Jivanovic, qui lui-même pilonne, qui est lui-même l'auteur de ces bombardements, qui est lui-même l'auteur de ce nettoyage ethnique, et qui lui-même a été à l'origine de ce mouvement de population civile vers la ville de Srebrenica. Puis, les Nations Unies, quelques jours plus tard, décident de décrire cette zone comme étant une zone de sécurité, signant par là même le début de cette campagne épouvantable de nettoyage ethnique. Et bien entendu que le général Tolimir est au courant. Après tout, cela fait partie de son profil professionnel. Il est tenu de savoir ce qui se passe dans cette zone. Et on le voit qui envoie un rapport de renseignement. À peine quelques jours plus tard. Suite au massacre que j'ai évoqué, ce terrain de jeu, il est adressé au président Karadzic. Tous les organes du renseignement de la sécurité sont passés vers l'autre rive de la Drina, à l'armée de la Yougoslavie, la VJ. Et dans ce document, il évoque le rôle joué par le général Morillon et il ajoute, je cite, « Leur campagne de propagande dont l'objectif est d'internationaliser le problème et de veiller à ce qu'il puisse y avoir un déploiement de la Force Pronu à Srebrenica au moyen d'affirmations et de tirs d'artillerie visant la ville et ayant pour conséquence de nombreux décès parmi la population civile. » Fin de citation. Par conséquent, si l'on s'intéresse à cette façon dont M. Tolimir exprime les choses, on s'aperçoit que finalement les 60 victimes de ce pilonnage ne sont jamais que des outils de propagande et de simples affirmations sans fondement. Monsieur le Président, Madame, Monsieur les juges, vous verrez à mesure, et nous le montrerons, preuve à l'appui, que le général Tolimir essaye de formuler un message qui permet précisément de poursuivre sur la voie des tactiques de la VRS. Grosso modo, ce qu'il nous dit, c'est « Mais vous savez, nous ne faisons rien de mal, il y a une propagande à notre encontre, finalement, nous n'avons rien fait, ce sont les musulmans eux-mêmes qui s'autopilonnent en quelque sorte. Et voilà que c'est nous que l'on montre du doigt », dit-il.
D'où la question. Pourquoi le responsable de la sécurité du renseignement pour l'état-major principal se fend-il d'un tel courrier? Tout cela peut vous sembler une situation dans laquelle il se berce d'illusions, mais finalement, tout cela est lié précisément aux atrocités épouvantables dont ont été victimes les populations serbes au cours de la Deuxième Guerre mondiale. Le général Tolimir, l'état-major principal, ont connu, tout comme les autres dirigeants de la hiérarchie politique serbe, ont connu ces erreurs et partagent cette conviction, à savoir que les nations arabes du monde, les forces catholiques du monde conspirent afin d'assurer la perte des Serbes. Ce génocide était sur le point d'arriver, ce génocide de la population serbe. Et le seul moyen d'éviter un tel génocide des Serbes, c'était d'éliminer précisément ces catholiques et ces musulmans. Est-ce que s'agissait-il là d'une véritable intime conviction de la part du général Tolimir? Voilà une question à laquelle je ne peux pas répondre. En revanche, ce que vous entendrez à maintes reprises, c'est les preuves selon lesquelles le général Tolimir, tel une mantra, ne cessait de répéter, de nier ce qui était dit par le reste du monde. Il disait que la VRS ne tuait pas dans ses pilonnages les populations de Srebrenica. Il disait qu'il n'y avait pas de populations affamées ou de populations souffrant suite à cette campagne de nettoyage ethnique de la VRS. Maintenant, là encore, je ne sais pas s'il le croyait véritablement, ça n'est pas extrêmement important. En revanche, il était, lui et le général Gvero, en charge de la propagande et ils s'efforçaient tous deux de faire passer ce message dans leur propre rang. Autre exemple ici, le 17 avril 1993, autre rapport des services de renseignement. Les musulmans manipulent les blessés, dit-il, et prétendent que tout cela est dû aux activités militaires de la VRS. Quelques jours plus tard, il fait référence à la campagne de propagande relative à GEPA et à GOR-HD, où d'aucuns prétendent, dit-il, que des populations meurent de faim, comme ça avait été le cas à Srebrenica. Fin de citation. Malgré la condamnation internationale exprimée dans le cadre de la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies 819 déclarant Srebrenica zone de sécurité, et peut-être même motivé par cette résolution du Conseil de sécurité, la VRS lance une nouvelle offensive en mai 1993 et l'on voit ici qu'il s'agit d'un ordre de combat de l'état-major principal aux fins de libération des enclaves de GEPA et GOR-HD. C'est à l'état-major principal même que ce document est rédigé et, comme à l'accoutumée, on y évoque en préambule la situation politique, les intentions de l'ennemi. L'on dit dans ce document que les VRS redoutent les forces de maintien de la paix des Nations Unies qui, à GEPA, les empêcheront de se saisir de GEPA comme, finalement, on les avait empêchés de se saisir de Srebrenica en son temps. Cet ordre de combat et je cite un paragraphe opérationnel au début du texte, je cite donc, les dirigeants musulmans essayent d'internationaliser le problème de la région de Podrinje et, coûte que coûte, essayent de veiller à ce que les forces des Nations Unies de Srebrenica, GEPA et GOR-HD puissent organiser d'autres actions humanitaires. Fin de citation. Et là encore,
grosso modo, il faut traduire. Ce qu'il dit, c'est il faut qu'on se débarrasse des musulmans avant que les forces internationales n'arrivent. Et à chaque fois qu'il répète comme ça, internationaliser le problème, c'est une mantra, je vous le disais, et vous l'aurez déjà entendu, parce qu'on a retrouvé exactement les mêmes mots dans le rapport des services de renseignement du général Tolimir. On voit là la main du général Tolimir dans la formulation du texte. Il contribue lui-même à cet effort global visant à ce que soient expulsées de force les populations musulmanes de la Bosnie orientale. Je vous propose maintenant de passer au document suivant, où l'on parle de nettoyer pleinement la vallée de la Drina, différentes zones de la vallée de la Drina. Et où il est dit, à peu près au milieu du texte, et je cite, « Afin de permettre à la population civile de bosniaque de quitter la zone, et afin qu'ils puissent être transférés, c'est là le terme qu'ils choisissent, vers d'autres régions, ou reconnaître le rôle de la Republika Srpska, et ainsi créer des conditions favorables au retour de la population serbe sur les rives gauche et droite de la Drina. » Fin de citation. Là encore, afin de parvenir à des objectifs stratégiques, donc premier objectif, séparer les Serbes des musulmans, et deuxièmement, éliminer cette frontière naturelle que constituerait entre les deux États serbes la rivière qu'est la Drina. And here we have Et ici, il est fait référence à une sortie organisée des populations musulmanes. Et vous verrez du document que l'on fait référence au détachement de sabotage et le 65e régiment de protection. Et vous voyez ici comment ces unités de l'état-major principal ont été utilisées au cours des opérations dont était la cible Srebrenica et ses activités de meurtre. Donc il s'agit de faciliter la sortie, d'organiser le transfert, un petit peu comme cette évacuation en toute sécurité citée par le général Jivanovic. Là encore, des litotes et des euphémismes. Et l'on fait référence ici à la nécessité de se soumettre à l'autorité de la Republika Srpska. Et l'on voit ici un exemple, le rapport, je passe du rapport que nous avons examiné il y a quelques instants à d'autres éléments de preuve qui vous feront comprendre que la VRS sait à ce moment-là qu'aucun musulman, dès lors qu'il est saint d'esprit, ne choisirait de rester sur place. Et d'ailleurs, la VRS ne leur aurait jamais permis. Et la destruction de mosquées, l'une après l'autre, est un des éléments qui nous permet d'imaginer ce qu'aurait pu être leur sort s'ils décidaient de rester. Et là encore, il s'agit d'activités qui ont eu lieu également en 1995. Finalement, ces documents de la VRS se livrent à des propos purement oratoires visant à donner le sentiment que les musulmans pourraient rester sur place s'ils se soumettaient à l'autorité de la VRS. Ce sont de vains propos, il ne s'agit jamais que de... Ce sont des propos parfaitement hypocrites. Merci. Vous voyez ici un rapport des services de renseignement où il est dit que les Nations Unies ont adopté une autre résolution déclarant qu'Orajdé, Sarajevo, Jepa et Bihać, zone de sécurité. Et M. Butler, l'expert militaire du bureau du procureur, vous montrera probablement qu'un autre ordre de combat
citent les mêmes éléments. Je vous rappelle qu'il y a 3 enclaves, Gorazde, Jepa et Srebrenica. Bon, manifestement, ici, nous nous intéresserons particulièrement pour 1995 à Srebrenica et à Jepa. Mais il y a 3 enclaves en Bosnie orientale, il faut le savoir. Et vous verrez des rapports remontant à l'époque où l'on pilonnait Jepa. Là encore, c'est le général Tolimir qui en est l'auteur et qui adresse ce rapport au président Karadzic. Et dans ce rapport, il décrit l'attaque comme étant une activité de propagande. Il parle d'affirmation éventuelle, alors qu'en fait, personne ne peut nier la réalité sur le terrain. Vous voyez ici à l'écran un texte dans lequel il affirme qu'il y a eu une campagne de désinformation systématique, que l'on a indiqué qu'il y avait des attaques, que d'aucuns prétendent qu'il y a eu des attaques de la VRS. Vous venez de voir l'ordre de combat indiquant qu'il fallait procéder à ces attaques. Et nous avons vu que les Nations Unies ont dû intervenir précisément pour mettre un terme à ces attaques. Et dans ce document, daté du 3 mai 1993, autres rapports des services d'intelligence l'ont fait référence à ces rapports faisant état d'attaques supposées de nettoyage ethnique, de populations affamées et qu'on décrit comme une campagne de propagande. Ils parlent beaucoup, disent-ils, de populations affamées, de manque de médicaments et font appel à la conscience des institutions internationales. Fin de citation. Ce texte, il est rédigé par le général Tolimir la veille, à peine quelques jours avant que la zone de Jepa ne soit déclarée par les Nations Unies comme une zone de sécurité. Et quelques jours à peine avant que des populations civiles, hommes et femmes, soient blessés. Vous en avez vu des images lors de la séquence vidéo que je vous ai montrée tout à l'heure. Une petite fille, des hommes vieux, de vieilles femmes victimes de ces tirs de tireurs d'élite ou de ce pilonnage. Et tout cela est pertinent, monsieur les juges, monsieur le président, parce que cela montre à quel point le général Tolimir, dans son machiavélisme, souhaitait précisément veiller à ce que ces expulsions de force, à ce que cette souffrance généralisée mène au départ définitif des populations musulmanes. La hiérarchie politique et militaire serbe de Bosnie avait manigancé un plan visant à ce que ces enclaves disparaissent. Il s'agissait grosso modo de créer des tensions, de créer cette catastrophe humanitaire de 1993. Cela faisait partie de leur plan. Et il faut comprendre, monsieur le président, madame, monsieur les juges, à quel point le général Tolimir était familier de ces enclaves. Il connaissait très bien, il savait quelle était l'importance stratégique pour la hiérarchie politique et militaire serbe, dont il était un des rouages essentiels. Ainsi, lorsqu'arrive 1995, il procédera précisément de la même manière, il mènera les mêmes opérations, il se livrera aux mêmes activités. Permettez-moi à présent, monsieur le président, madame, monsieur les juges, de vous livrer un bref aperçu des éléments de preuve à charge relatifs à l'état-major principal, aux devoirs et responsabilités de l'accusé au sein de cet état-major principal, relatifs également à la façon dont fonctionnait ce secteur. Your Honors, as the highest Monsieur le Président, Madame, Monsieur le juge, au plus haut rang de la VRS,
aux plus hauts échelons de la VRS, c'était précisément l'état-major principal qui était chargé d'organiser les activités militaires de l'armée. C'est là qu'étaient coordonnés les objectifs politiques et les efforts diplomatiques menés par la hiérarchie politique, le gouvernement des Serbes de Bosnie. C'était l'état-major principal qui, au plus haut niveau, interagissait avec le président Karadzic d'une part et avec M. Krajčník et l'Assemblée de l'autre. L'état-major principal et ses membres, les officiers tels que le général Tolimir, le général Gvero et Mladic lui-même, parfois, s'adressaient directement à l'Assemblée nationale puisqu'ils fournissaient un aperçu de la situation politique sur place. Ces officiers brossaient un tableau de la situation militaire sur le terrain. Ils connaissaient les chiffres, ils connaissaient les données chiffrées, factuelles pour l'ensemble du théâtre des opérations. Et c'est de cela qu'ils parlaient à l'Assemblée nationale serbe. Ils prônaient au nom de l'armée pour différents dossiers, ils demandaient des financements afin de parvenir à des objectifs militaires spécifiques pour telle ou telle municipalité. Il y avait également des rencontres régulières entre le général Tolimir et certains officiers de l'état-major principal et également avec le président Karadzic. Ils avaient des entretiens téléphoniques à intervalles réguliers et vous verrez que le président Karadzic avait un calendrier où figurent justement les dates de ces réunions et de ces rencontres à Palais et à la présidence. Et en fait, vous entendrez le général Tolimir et le général Mladic eux-mêmes évoquer la façon dont l'état-major principal se faisait le relais des informations auprès de et ce plusieurs fois par jour, parfois auprès du président Karadzic. Je vous propose à présent d'évoquer la structure de l'état-major principal. Vous devriez voir un organigramme apparaître à l'écran. Nous avons essayé de le rendre le plus simple possible, même si ça n'est pas toujours réalisable, de présenter les choses de façon facile. Donc vous voyez tout au haut de la hiérarchie le général Mladic, dont vous savez qu'il était commandant de l'état-major et placé directement sous les ordres du président Karadzic. Répondant directement au général Mladic, son chef d'état-major, Manojlo Milanovic, placé directement sous ses ordres, et qui occupait non seulement le poste de chef d'état-major, mais également de commandant adjoint. Si Mladic était absent. Et en tant que Milovanovic alone had the right to issue combat orders on his own. En tant que primus inter pares au sein de l'armée, le général Milanovic avait le droit de délivrer des ordres de combat. Le général Milanovic pourrait être décrit comme étant le principal opérationnel militaire, si vous voulez, de Mladic au cours des semaines et même des mois et pendant des mois durant à cette époque-là. Et vous verrez qu'en juillet 1995, le général Milanovic n'était plus présent. En fait, dans la partie occidentale du pays, il n'était pas là. Le général Milanovic était également chef de l'état-major ou pour l'état-major principal. Et donc, il était au centre névralgique de l'état-major. Vous le voyez apparaître à l'organigramme. Le cœur même de l'état-major principal, à bien des égards, le centre névralgique des opérations. Et Radivoje Miletic était le chef des opérations et de l'information, chef de ce secteur. Ses principales attributions étaient de suivre la situation sur le théâtre de guerre, de procéder à une analyse de tous les rapports émanant des différents corps d'armée, concocter un compendium à adresser au président Karadzic jour après jour, mais également
décantant un petit peu les informations en ne fournissant que les informations les plus importantes. Par ailleurs, il y avait également, sur le théâtre des opérations, la nécessité de transformer les intentions du général Mladic en documents de combat, à proprement parler. Ce sont eux qui distribuent ces documents de combat au nom de l'état-major. Et vous verrez qu'au sein du service du général Miletic, il y avait également un chef du département des opérations. À l'époque, c'était le colonel Ljubo Obradovic, qui était chef adjoint de la section des opérations. Et vous entendrez parler de lui. En fait, vous l'entendrez déposer lui-même, puisqu'il sera témoin à la barre ici même. Le colonel Obradovic était dans son service le centre névralgique de toutes ces activités d'analyse et d'information. Et dans la mesure où le service d'administration et des opérations était chargé d'obtenir les informations de différentes sources, donc les rapports des cours d'armée, les rapports quotidiens qui arrivaient jour après jour, les rapports émanant des différents commandants adjoints, les rapports émanant des corps d'armée et des commandants des corps d'armée, les informations général Tolimir, du service de sécurité et de renseignement, tout cela était fédéré au sein de ce service. Et vous verrez que, et vous le verrez dans quelques instants, vous verrez que de bonnes transmissions et la transmission de rapports réguliers était essentielle pour l'état-major principal, tant au niveau du centre des opérations à proprement parler que le long des différentes lignes, différents axes de commandement. Et nous verrons que en juillet 95, parce que le général Milanovic n'était plus présent sur place, eh bien, c'est le général Tolimir qui assumait les fonctions du général Milanovic. Et vous verrez des documents qui le montrent très clairement. Il y avait le chef de l'état-major, il y avait le secteur, ce service de l'état-major, mais le Mladic avait aussi des adjoints, chacun responsable de leur service. Mais je vois l'heure qu'il est. Je pense que l'heure de la pause est presque arrivée, Monsieur le Président. Est-il utile de faire la pause? Je pourrais reprendre le fil de mes arguments. Je peux continuer maintenant si vous voulez. Le Président, il vous faudrait combien de minutes pour terminer ce vol-ci? Davantage de temps que celui qu'aimeraient avoir les interprètes pour faire une pause. Le Président, fort bien, nous allons faire une pause imposée par des raisons techniques et nous reprendrons à 16h15. Guys, veuillez vous lever.